Bien, on en vient au second point de notre ordre du jour, qui est l'avis de la Commission sur l'article 5 de la proposition de loi numéro 118, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté de la France. Comme cette proposition est examinée en Commission des affaires culturelles dès demain, mardi 1er avril, nous devons l'examiner aujourd'hui en commission. Notre saisine pour avis ayant été tardive, j'ai exceptionnellement laissé un délai de dépôt des amendements moins strict que le délai habituel, qui est clos le troisième jour ouvrable précédant la commission, puisque ce délai était ouvert jusqu'à avant-hier, samedi 29 mars à 17 h. Je fais céder la parole à notre rapporteur pour avis, M. Denis Masséglia, afin qu'il nous expose le sens de son avis. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, à ma demande, la Commission des finances s'est saisie pour avis de l'article 5 de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et de la souveraineté audiovisuelle, qui sera examinée, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, demain en Commission des affaires culturelles. Cet article 5 porte sur la création des conventions stratégiques pluriannuelles, les CSP, qui remplaceraient les actuels contrats d'objectifs et de moyens, les COM, conclus entre l'État et les organismes de l'audiovisuel public. Cet article traite donc également de l'allocation des ressources pour l'audiovisuel public, ainsi que du rôle du Parlement dans la détermination de sa stratégie et de sa trajectoire, ainsi que de son financement. Dans un premier temps, je me permets de déborder du cadre de la saisine afin de m'exprimer très brièvement sur l'ensemble de ce texte. Il prévoit de réformer la gouvernance de l'aide publique à travers la mise en place d'une holding France Média composée de plusieurs filiales, à savoir France Télévisions, Radio France et l'Institut national de l'audiovisuel. Malgré l'inclusion initiale de France Média Monde dans le périmètre de la holding, l'arbitrage rendu par le gouvernement la semaine dernière prévoit cependant de l'en exclure, comme souhaité par la Commission des affaires étrangères. Pour en revenir à l'objet de la saisine, certains points ont attiré en particulier mon attention. Tout d'abord, le rôle et l'information du Parlement en ce qui concerne la stratégie et le financement de l'audiovisuel public. L'article 5 prévoit de reproduire le système actuel de consultation pour avis des commissions compétentes des deux assemblées sur les projets de com, qui devient ici des CSP, conventions stratégiques pluriannuelles. En l'état, le système n'est pas satisfaisant car il risque de reproduire les écueils des com, qui restent des outils de pilotage peu contraignants et pour lesquels l'avis exprimé par les organes parlementaires n'est pas toujours effectivement pris en compte. De plus, la constitution d'une holding aura nécessairement pour conséquence de diminuer le rôle du Parlement dans la détermination du budget de l'aide publique, puisque ce dernier ne pourra plus déterminer les crédits affectés à chaque entité, mais uniquement à la holding dans son ensemble. Ainsi, le Parlement doit pouvoir peser davantage et exercer un contrôle sur le respect du contenu des CSP, notamment la clé de répartition prévue entre les différentes filiales de la holding. J'ai déposé 2 amendements en ce sens pour permettre aux commissions des finances des deux assemblées réunies d'empêcher la signature d'une CSP ou bien de la dénoncer en cas de non-respect significatif de celle-ci. Par ailleurs, je souhaite que le Parlement soit informé du coût des réorganisations entreprises par la holding France Média. L'étude d'impact transmise par la DGMIC la semaine dernière prévoit que la constitution de la holding en tant que telle se fera sans augmentation de la masse salariale, en ayant recours au personnel déjà présent. Toutefois, les mutualisations et réorganisations auront nécessairement un coût à court et moyen terme. Le Parlement doit pouvoir être informé de ces coûts. J'ai donc déposé un amendement de demande de rapport en ce sens. Enfin, sur le plafonnement des recettes publicitaires, le présent article prévoit la mise en place d'un plafond de recettes publicitaires et de parrainage pour France Télévisions, Radio France et France Média Monde, y compris sur le numérique. Ce plafond serait d'ailleurs inscrit dans les futurs CSP. Je suis opposé à l'idée d'un plafond sur les recettes digitales. Les différentes études réalisées sur le marché de la publicité digitale montrent bien que les principaux concurrents de l'aide français sont les GAFAM. Un plafond des recettes digitales imposé à l'aide publique bénéficierait donc avant tout à ces multinationales et non aux acteurs privés français de l'audiovisuel. Il existe aujourd'hui qu'un plafond de recettes publicitaires sur les antennes traditionnelles de Radio France. Je suis pour le statu quo. Pour France Média Monde, un plafonnement des recettes publicitaires n'aurait pas de sens en raison
du morcellement de ces médias et de l'absence de concurrence significative pour les acteurs français. En ce qui concerne France Télévisions, la publicité est déjà limitée par un cadre contraignant et celle-ci reste faible sur France Télévisions. Par ailleurs, l'importance des ressources publicitaires, c'est-à-dire entre 15 et 20% du budget de France Télévisions aujourd'hui, et les efforts financiers importants demandés à la société, je rappelle l'annulation des crédits en 2024 ainsi que la baisse des crédits en 2025, ne rendent pas souhaitable la mise en place d'un tel plafond. Pour conclure, mes chers collègues, je sais que certains d'entre vous proposent des amendements sur ce texte afin d'en supprimer l'article 5. Je souhaite vous rappeler que le cadre de la saisine de notre commission porte uniquement, simplement, sur les conventions stratégiques pluriannuelles liées à cette holding et non pas sur la pertinence ou non de sa création. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Quelques mots rapides. Donc on est devant un objet qui est le fait de créer une société holding France Média qui détiendrait la totalité du capital et définirait les orientations stratégiques de France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Ce n'est pas une idée nouvelle, hein, elle a été évoquée dès 2015 par un rapport parlementaire, puis reprise par le candidat Nicolas Sarkozy en 2016 pour rationaliser le fonctionnement de l'audiovisuel public. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était l'objectif. Le projet avait été remis à l'ordre du jour par l'ex-ministre de la Culture en décembre 2019. Ça avait été abandonné par le Covid, du fait du Covid. Et l'idée a été remise donc sur les rails en 2023. Et c'est ce texte que nous étudions aujourd'hui. L'objectif, là encore, c'est, nous dit-on, de renforcer l'audiovisuel public. Alors, j'ai plusieurs réflexions sur ce texte sur lequel je dois dire mon opposition. La première, c'est que la gouvernance actuelle et la façon dont est défini l'audiovisuel public on ne peut pas vraiment dire que ça le fragilise. France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français. 4 Français sur 5 regardent les chaînes du groupe France Télévisions chaque semaine. Et Radio France est également une référence dans son secteur. Ce que j'observe par contre, c'est la menace que tout cela pourrait finalement faire peser. Et on a un peu finalement le même principe qu'on a eu dans les hôpitaux publics, c'est-à-dire l'idée de rationaliser, l'idée de concentrer a plutôt affaibli la santé publique plutôt que la renforcer. Et je crains que ça soit finalement la même chose, c'est-à-dire on est dans une logique d'un budget, je vous rappelle, qui a baissé depuis 2017. En 2025, par 49.3, le budget a été diminué de 150 millions d'euros en tenant compte de l'inflation. Et la suppression de la contribution de l'audiovisuel public en août 2022, le moins qu'on puisse dire, n'a pas pérennisé un système de financement, puisqu'aujourd'hui, il est basé sur l'affectation de montants de TVA qui ne garantit absolument pas la prévisibilité, la stabilité, le dynamisme des recettes de l'audiovisuel public. Donc je crains fort, moi, que le projet en cours, finalement, fragilise plutôt. Déjà, il y a l'idée de réduire les coûts et les effectifs de l'audiovisuel public. Il y a également le risque d'un audiovisuel du coup plus sensible aux puissances économiques et politiques, en gros la reconstitution, le RTF, pour aller vite. Et en plus, on n'est même pas assuré des économies. Je vous rappelle que la création de la holding France Télévisions a pour l'instant coûté plus de 190 millions d'euros pour adapter ces structures. Donc c'est pour cette raison, là aussi j'ai répondu globalement au texte, et pas seulement, monsieur le rapporteur, mais comme vous, mais pas seulement à l'article que vous présentez, mais c'est pour ces raisons que je suis pour ma part opposé à cette proposition. Alors je ne pense pas qu'il y ait de rapporteur général. Si vous voulez bien, je vais demander aux interventions, puis je vous laisserai répondre globalement. Madame Maré-Boye. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cette proposition de loi est très éloignée de la réforme de l'audiovisuel public proposée par le Rassemblement national. En effet, nous souhaitons la privatisation de l'audiovisuel public. L'État n'a pas vocation à être un acteur majeur des médias et que la pluralité et l'indépendance de l'information passent par une ouverture au secteur privé. Cela garantirait un paysage médiatique plus diversifié, plus dynamique et mieux adapté aux attentes des citoyens. Au-delà de cet objectif de plus long terme, cette proposition de loi doit être modifiée. D'une part, nous demandons que les médias extérieurs, en particulier France Média Monde, soient exclus de la proposition de loi en discussion et donc de la holding. Ces médias ont une mission spécifique de rayonnement international qui ne peut être traitée de la même manière que l'audiovisuel national. Ils nécessitent une approche distincte et adaptée à leur rôle stratégique. D'autre part,
Dans l'attente d'une privatisation, nous devons garantir un contrôle réel du Parlement sur l'audiovisuel public. Il est essentiel que l'utilisation des fonds publics soit transparente et que les représentants de la nation puissent exercer leur pouvoir de contrôle sur ces dépenses. Cela permettrait d'assurer une gestion plus rigoureuse et une véritable responsabilité démocratique. C'est ainsi que nous pourrons moderniser et libérer notre paysage audiovisuel et réaliser des économies budgétaires colossales dans l'objectif de préserver l'argent des contribuables français. Merci. David Amiel pour EPR. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous, on a une approche très différente de celle qui vient d'être exprimée parce qu'on croit en l'audiovisuel public. On pense qu'il est très important que les moyens d'information, de culture, de divertissement ne soient pas tous dans les mains de chaînes privées, que ce soit de télévision ou de radio. Mais là où on a un désaccord avec votre analyse, Monsieur le Président, c'est qu'on considère en revanche que face précisément aux perturbations qui sont liées notamment à l'émergence du digital, à l'évolution des usages, au déclin des audiences de certaines chaînes de télévision et de radio, il était important de pouvoir réorganiser le fonctionnement de la télévision et de la radio publique, non pas pour des raisons budgétaires que vous avez mentionnées, mais vraiment pour cette question d'efficacité, de reconquête des publics face à la concurrence des plateformes digitales et en particulier des plateformes américaines et de manière plus générale étrangères. Alors, l'article 5 en est évidemment l'un des leviers centraux puisqu'il remplace les traditionnels contrats d'objectifs et de moyens par des conventions stratégiques pluriannuelles conclues entre l'État et la future société France Média. Et donc, au-delà de l'ajustement technique, ça emporte la philosophie du texte, comme le rapporteur l'a bien rappelé. Et un autre élément essentiel dans lequel on a évidemment déjà eu l'occasion de parler, c'est que ce texte pose le principe d'une ressource publique de nature fiscale, pérenne, prévisible et suffisante, prenant en compte notamment l'inflation, pour pouvoir permettre les investissements pluriannuels qui sont nécessaires. Et je profite de ma prise de parole pour saluer l'engagement du rapporteur Denis Masseglia sur cette question-là depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années pour remplacer ce qui était la redevance par une ressource qui soit également pérenne. Et donc en garantissant un cadre plus lisible, plus stable, l'article 5 nous semble, nous, apporter une réponse concrète aux défis d'aujourd'hui et de demain pour l'audiovisuel public. Et c'est pourquoi nous aurons un avis favorable. Merci. Aurélien Saint-Toul pour LFI. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. En décembre dernier, les macronistes ont imposé une réforme du financement de l'audiovisuel dont personne ne voulait et en prétextant l'urgence. Aujourd'hui, on nous présente un projet de réforme de la gouvernance, la création d'une holding appelée France Média. Et quelles conséquences sur le financement? Désormais, le budget ne sera plus attribué directement à chaque entité, mais à cette nouvelle structure chargée de la répartir entre ses filiales et aussi de se financer elle-même. C'est bien entendu un abandon de souveraineté budgétaire pour le Parlement. Jusqu'ici, nous pouvions débattre, arbitrer les financements en fonction des missions spécifiques de chaque entité. Et après la réforme, nous ne pourrons plus rien flécher. La répartition des moyens sera confiée à la holding, à distance du contrôle démocratique et pilotée en dernier ressort par le gouvernement. Un échelon bureaucratique en plus et qui ne manquera pas d'absorber des ressources au détriment de la mission première du service public. Une équation budgétaire implacable est devant nous, un budget constant, une nouvelle structure pourtant et inévitablement des économies ailleurs. Sur quoi porteront-elles? Évidemment l'emploi et la production, moins d'équivalent temps plein, plus d'externalisation. Radio France, par exemple, jusqu'ici était un modèle de production intégré et qui basculera dans le même système que France Télé, où les émissions sont confiées à des sociétés privées qui captent un tiers du budget à elles seules, ce qui est caractéristique en réalité d'une mauvaise gestion des deniers publics. La dérive commerciale s'éloigne des missions fondamentales du service public, l'uniformisation et l'appauvrissement des contenus sera garanti au tournant, et nous l'avons déjà constaté, un seul exemple parmi d'autres, les coupes budgétaires ont mené à l'abandon de la radio de nuit, par exemple, et en privant ainsi des milliers de personnes d'un accompagnement essentiel. Derrière les chiffres, il y a bien sûr 15 500 salariés et plus de ces structures, ainsi que tous les intermittents du spectacle employés. Toute la filière sera touchée en cascade. Finalement, ce que vous nous proposez, c'est un retour à l'ORTF, un audiovisuel public inféodé à l'État, dépendant d'un mode de financement qui va à l'encontre des principes mêmes de l'EMFA et qui exige des ressources suffisantes, durables et prévisibles pour garantir l'indépendance éditoriale. On va évidemment parler de finances. Quand on voit comment le budget de l'audiovisuel public a été impacté ces dernières semaines, on n'a aucun doute sur le sens de cette réforme. Merci. Sophie Pantel pour le groupe socialiste.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Donc ce projet qui renaît de ses cendres sans qu'aucune concertation n'ait été menée ni aucune étude d'impact et sans que la question du financement ne soit réglée, et c'est l'objet de notre étude cet après-midi. Simplement pour vous dire que le groupe socialiste et apparenté, pour les raisons que je vais évoquer par la suite, est contre ce texte et contre l'article 5. C'est un projet qui est synonyme de réduction budgétaire, alors même que le financement de l'audiovisuel public est déjà incertain. Et à court terme, la holding va réclamer des budgets, et à long terme, ces besoins nouveaux contribueront à réduire ceux destinés aujourd'hui à la fabrication de l'information et des programmes. Sous prétexte d'accélérer les synergies, c'est un projet aussi qui va fragiliser les spécificités de l'audiovisuel. Aujourd'hui, il marche sur deux jambes, et faire fi des spécificités de l'une ou l'autre risquerait d'être contre-productif. Au moment où on simplifie un certain nombre, où certains font disparaître des structures, on en rajouterait une nouvelle. Et c'est un projet qui risque de mettre à mal l'indépendance du service public. Le pluralisme et la diversité actuelle de l'audiovisuel public sont précieux, car ils concourent à une information fiable, vérifiée et intègre. La multiplicité des structures et la pluralité des antennes garantissent l'indépendance. On pourrait prendre l'exemple de ce qui s'est passé en Hongrie avec une seule holding qui a été créée par Viktor Orban. Aujourd'hui, c'est un organe de propagande. Un projet qui reviendra aussi sur l'exception du modèle français qui fait pourtant sa force. Alors on entend toujours dire faisons une BBC à la française. La BBC, elle a perdu 30% de son budget, elle a supprimé 1800 emplois, elle a perdu beaucoup d'audimat. Alors là, je rejoindrai le collègue LR qui disait qu'il faut s'occuper des défis du numérique. Alors attaquons-nous plutôt aux plateformes. Et comme l'a dit Sybille Veil, il ne faudrait pas faire de l'audiovisuel public un malade imaginaire. Et c'est pour toutes ces raisons que nous y sommes fermement opposés. Merci, personne pour la droite républicaine. Sophie Tallier-Polian pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, le groupe écologiste et social s'oppose à ce projet de loi parce qu'en réalité, on nous vend une fusion qui se cache derrière une holding, mais étant donné qu'elle est exécutive, c'est quasiment la même chose. Et puis surtout parce qu'elle est très opaque et elle cache finalement un objectif de réduction des coûts. En commission des affaires culturelles, où le texte sera examiné demain, nous n'avons pas encore les amendements du gouvernement. Donc nous sommes réduits à travailler sur un texte qui n'est pas le bon texte. Donc pour un projet qui est extrêmement soutenu par le gouvernement et par Madame Dati, sans pour autant nous dire exactement ce qu'il souhaite. C'est totalement hallucinant. Donc moi, je vous remercie, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, d'avoir saisi la Commission des finances sur l'article 5, parce que ça permet au moins que le débat ait lieu de manière un petit peu plus transparente, même si l'opacité est absolue de la part du gouvernement. Je vous rejoins, Monsieur le rapporteur, sur le fait qu'on observe dans ce texte, finalement, un retrait du rôle du Parlement, puisque la fusion va nous empêcher d'avoir une vision claire et d'avoir notre mot à dire sur la répartition des enveloppes entre les différentes filiales. Je rappelle quand même que nous avions proposé, Madame Calvez et moi-même, dans le rapport sur les COM de la Commission Culture, non pas de reprendre à l'identique les COM, mais nous avions demandé une loi de programmation afin qu'on puisse débattre véritablement à fond, démocratiquement, et vu l'enjeu que représente l'information aujourd'hui dans la nouvelle situation géopolitique, ce serait la moindre des choses, que le débat puisse avoir lieu au Parlement de manière la plus approfondie possible sur l'émission et les moyens qui y sont affectés. De la même manière, sur la publicité, moi je rejoins sur le fait de ne pas souhaiter de plafond, mais cela dit, avec Madame Calvez, nous souhaitions également qu'on inscrive un objectif de diminution de la publicité, le service public devant être un lieu de sobriété, de promotion d'une société qui sorte de l'hyperconsommation. Vous voyez, dans ce projet, pas plus que dans l'article 5, rien ne va, et nous serons donc en opposition dans cette commission et dans celle de demain. Je vous remercie. Sophie Maître pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes réunis cet après-midi pour examiner pour avis l'article 5 de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle. Dans le schéma où France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA seraient regroupés dans une société holding intitulée France Médias, cet article prévoit de remplacer les 4 contrats d'objectifs et de moyens conclus avec chacune des entités par une convention stratégique pluriannuelle conclue entre France Médias et l'État pour une durée de 3 à 5 ans.
Le même dispositif serait également appliqué pour Arte France. Si ces conventions pluriannuelles stratégiques devraient permettre de définir des priorités transversales pour l'audiovisuel public, leur modèle suscite toutefois plusieurs interrogations dont j'aimerais vous faire part. Avec un processus aussi unifié, nous n'avons aucune certitude que la signature des conventions pluriannuelles stratégiques permettra de s'assurer que chaque entité de France Médias bénéficiera des moyens nécessaires à son bon fonctionnement. Pas ou peu de garde-fous sont prévus en ce sens et nous le déplorons. C'est pourquoi nous regardons avec beaucoup d'intérêt, monsieur le rapporteur, votre amendement prévoyant que les projets de conventions stratégiques pluriannuelles fassent l'objet d'un vote par les commissions des finances des deux assemblées, selon le même modèle que la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution. Par ailleurs, j'aimerais interroger le coût de cette PPL pour nos finances publiques. L'étude d'impact indique que le coût de la holding serait nul. Avez-vous abouti au même constat dans vos travaux, monsieur le rapporteur? N'y aurait-il pas en réalité un coût administratif important à prévoir, comme c'est le cas pour toute création de holding concernant des entités de plusieurs centaines de salariés? Je vous remercie. Merci. Je crois que j'ai fait le tour, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre rapidement aux différents sujets qui ont été abordés par l'ensemble des groupes politiques. Tout d'abord, par rapport au Rassemblement national et Madame Marie Beuve, j'espère que je n'écorche pas votre nom, et si c'est le cas, je m'en excuse. Nous avons un désaccord réel sur le modèle public. Vous êtes pour la privatisation, nous le sommes opposés à la privatisation, parce que nous pensons que dans un moment ô combien sensible à l'heure actuelle, avec beaucoup d'ingérences étrangères, il est important d'avoir un modèle public fort et de qualité, ce qu'il est aujourd'hui. Donc on a plutôt envie, nous, de le renforcer, de l'accompagner à la transformation, plutôt que de pouvoir le privatiser. Là, je crois que là-dessus, on a un désaccord qui est majeur. Sur l'exclusion de France Médias Monde, le gouvernement a déjà annoncé qu'il était favorable à l'exclusion de France Médias Monde de la holding. Et je pense que cette proposition qui va arriver dans les amendements, vraisemblablement, est de nature à répondre à votre remarque. Voilà. Pour Monsieur Amiel, vous avez abordé de façon très juste l'importance d'apporter un accompagnement à l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, aujourd'hui, tant au niveau de l'INA qu'au niveau de Radio France ou de France Télévisions, font des programmes de très grande qualité. Néanmoins, on peut constater un vieillissement des personnes qui accèdent à ce type de contenu, et on a un vrai travail à faire pour permettre à une audience plus jeune de pouvoir toucher ce type de contenu. C'est Madame Bloch qui le disait, il faut développer le numérique, et en effet, la création de la holding pourrait permettre de mettre en place une stratégie transverse du numérique sur l'ensemble du public français. Monsieur Saint-Toul, d'ailleurs je vais répondre au NFP de façon globale, parce que globalement c'est à peu près les mêmes arguments que vous portez. Je vous propose de faire un package à Madame Pantel, à Madame Taillé-Polian et à Monsieur Saint-Toul sur la répartition des moyens. Vous avez raison, c'est pour ça que vous allez voter les amendements que je propose, j'imagine, pour qu'on puisse, nous, à l'Assemblée nationale, donner notre opinion et contrôler chaque année l'usage qui est fait des deniers publics quant à l'audiovisuel français. Je serais très surpris, si ce n'est interrogatif, si, par rapport à vos propos, vous opposez à ce que le Parlement puisse chaque année, s'il le souhaite, pouvoir se positionner sur la répartition de l'audiovisuel public. Madame Pantel, vous avez parlé des propos de notre collègue Galère. J'ai pas vu de propos de mon collègue LR, je suis désolé, si vous pouvez me rappeler quel est le député LR qui a abordé un sujet, je ne comprends pas votre remarque. Voilà. Et enfin, Madame Metz, vous avez abordé le sujet du coût de cette réforme. De la lecture que j'en ai, cette réforme, puisque c'est juste un redéploiement de quelques personnes au travers de la holding, à un coût, si ce n'est inexistant, relativement faible. Là où je suis plus interrogatif, et c'est l'objet d'un amendement, c'est sur la mise en œuvre de la stratégie de transformation liée à la holding, par exemple sur le numérique. Voilà, quand on transforme une structure, ça a un coût, c'est d'ailleurs l'objectif des COM. Je rappelle, les contrats d'objectifs et de moyens étaient définis un certain nombre de transformations avec des budgets affairés pour financer ces transformations-là.
Dans le cas de la holding, elle aura pour mission de mettre en place un certain nombre de travaux qui visent à, par exemple, sur le numérique, à voir comment on peut travailler de façon globale. Ça aura forcément un coût, et j'aimerais bien, et c'est l'objet d'un amendement, que sous un délai de 2 ans, on puisse avoir un retour sur combien ont coûté les différentes transformations. Merci. On va donc passer à l'article 5 avec des amendements de suppression identiques. Monsieur Saint-Toul. Alors, tout simplement, il s'agit évidemment d'un amendement de suppression. Ces conventions stratégiques pluriannuelles qui sont censées se substituer aux conventions d'objectifs et de moyens sont des instruments qui sont évidemment la condition de la mise en place de la holding. Et comme nous sommes contre la logique même de la création de cette holding, nous proposons la suppression tout simplement de l'article. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous proposons également la suppression de l'article. Je pense que comme c'est un pour avis, je pense que ce sera, Monsieur le rapporteur, un excellent signal envoyé au gouvernement pour montrer notre mécontentement collectif devant cet article qui vient en ce moment-là raboter encore sur les droits du Parlement. Donc il nous sera tout loisir de le réécrire ultérieurement dans la suite des débats. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que l'objet de l'article 5, il n'est pas d'aborder de façon globale et de façon complète la proposition de loi. Il a juste vocation de définir un cadre pour les CSP qui ont vocation à se transformer, du moins à remplacer les COM. Je considère donc qu'aujourd'hui, l'objet de votre amendement, qui est de faire passer un message au gouvernement quant au désaccord de la proposition de loi, est malvenu. Et je regrette que justement nous ne soyons pas capables aujourd'hui à la Commission des finances de dire on va travailler pour la mise en œuvre d'un CSP protecteur pour l'audiovisuel public et que vous souhaitez quelque part arrêter le débat là. Je constate également l'arrivée il y a quelques secondes de quelques collègues députés du NFP qui n'ont malheureusement pas participé à la discussion générale et qui, je n'en suis pas sûr, vont pouvoir voter contre. Merci à vous. Intervention ? Non. Est-ce qu'on passe au vote? Qui est pour l'amendement de suppression? Qui est contre? Adopté. Donc l'amendement est supprimé. On passe après l'article 5. Amendement numéro 3, Monsieur Saint-Toul. Il s'agit d'un amendement qui réitère notre soutien à la mise en place d'une solution pérenne de financement garantissant la prévisibilité, la stabilité et le dynamisme. Il s'agit en fait d'un amendement qui permet d'instaurer une redevance progressive. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je constate donc que le nouveau Front populaire au sein de l'Assemblée nationale ne souhaite pas doter le Parlement des outils permettant de contrôler l'action du gouvernement. C'est un grand regret. Vous demandez, Monsieur Saint-Toul, comme toujours, plus d'impôts, encore plus d'impôts, toujours plus d'impôts, matraquage des Français. Moi, j'y suis défavorable, une fois de plus. Avis défavorable. Arthur? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Monsieur Masséglia, le 13. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui va dans le sens des échanges que j'ai eus, ou du moins de la réponse que j'ai eue à Madame Metz pour la demande d'un coût suite à la réorganisation de la holding France Média, au vu de la volonté de désarmer le Parlement de son pouvoir. Je ne vois plus l'intérêt de cet amendement. Le NFP ne souhaite pas que le Parlement puisse faire son travail de contrôle de l'action du gouvernement. Je retire mon amendement. Prendre, Monsieur le Président. Pardon, on peut le reprendre, Monsieur le Président? Oui, oui. Il a repris. Ok. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Le 2, qui le défend, Monsieur Saint-Toul, je pense.
Oui. Alors, il s'agit d'un amendement qui demande un rapport visant à évaluer le coût des réorganisations qui seront mises en place par la holding. De fait, ce qui a été, il est satisfait pour l'instant, donc on peut le retirer, mais ça permet quand même d'évoquer le sujet. Vous nous dites que ce sera à moyen constant. Nécessairement, ce sera donc au détriment de l'existant et des services de production, de création, etc. Donc, l'idée qu'on puisse avoir une réorganisation de ce type-là, dont les coûts n'affectent pas in fine la production, est illusoire. Vous le retirez? D'accord. Amendement numéro 5, Monsieur Saint-Toul. Alors, il s'agit d'un amendement par lequel nous souhaitons souligner l'importance de la représentation des territoires ultramarins dans l'audiovisuel public. Comme vous le savez, il a été fait le choix il y a quelques années de fermer la chaîne dédiée spécifiquement. À l'époque, on nous avait expliqué que les Outre-mer seraient très visibles partout dans l'audiovisuel public. Il n'en est rien. Alors, nous demandons un bilan exhaustif sur le sujet de la représentation des territoires ultramarins dans l'audiovisuel public. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, mais j'ai presque envie de crier. Tu vois. C'est quand même assez incroyable, assez incroyable. Il y avait un certain nombre d'amendements prévus dans le débat sur l'article 5 qui visaient à renforcer dans le SSP certains sujets. Par exemple, j'ai été favorable, sous réserve de sous-amendement, à l'amendement numéro 25 de M. Gustave, qui avait vocation à valider, mettre dans le CSP certains engagements financiers pour la visibilité des Outre-mer. Vous avez supprimé l'article 5, ce n'est pas possible. J'ai été favorable également à l'extension des contenus liés à la continuité territoriale de l'OSEV sur les Outre-mer. J'ai été favorable, vous avez supprimé l'article 5, ce n'est pas possible. J'étais également favorable à un autre amendement de M. Gustave qui avait vocation à la visibilité en Outre-mer dans les rapports annuels. Favorable, vous avez supprimé l'article 5, ce n'est pas possible. J'ai même allé plus loin, j'étais aussi favorable à un amendement, je ne sais plus c'est lequel, porté par une de vos collègues, je crois que c'était Mme Taillé-Poulian, pour tout ce qui était lié à l'inclusion. Attendez, j'essaie de retrouver le numéro. On va regarder, parce que c'est important d'être clair. Attendez, hop, je vais retrouver. C'est ça, le numéro 32 de Mme Taillé-Poulian sur les contenus liés aux enjeux écologiques et environnementaux. Vous l'avez supprimé, ça ne sera pas mis en œuvre. Donc aujourd'hui, vous nous dites, moi j'aimerais bien avoir un rapport pour qu'on puisse avoir plus d'investissements sur les Outre-mer, et tout ce que je voulais qu'on puisse voter, mettre gravé dans la loi pour mettre en avant les Outre-mer, vous l'avez supprimé. Donc en fait, vous supprimez toute la possibilité de mettre en avant les Outre-mer, puis après vous dites, on aimerait bien avoir un rapport. Un peu, s'il vous plaît, de crédibilité dans vos propos. Merci. C'est un avis défavorable, monsieur le rapporteur. C'est un avis qu'on va voter un amendement qui ne rattache à rien. Oui, mais c'est vous voulez... Non, mais vous voulez qu'on fasse un contrôle d'un article qui n'existe pas. Je ne comprends même pas encore pourquoi on débat de ce sujet-là, sachant que les SSP n'existent pas. Donc c'est défavorable. C'est demande de retrait. D'accord, merci. Mme Taillé-Poulian. Oui, alors, monsieur le rapporteur, nous sommes opposés à cette proposition de loi qui en fait est un projet de loi, peut-être pas, parce qu'on ne sait toujours pas si le gouvernement va l'amender, peut-être, quand, on ne sait pas. Donc, et nous sommes défavorables à cette écriture-là, puisque l'écriture de l'article 5, il était pire dans le rôle du Parlement que la loi précédente. Permettez-nous d'assumer ce vote. Monsieur le rapporteur, si jamais vous souteniez la proposition que nous faisions avec Madame Calvez, de demander avec nous une loi de programmation sur l'audiovisuel public qui repose les missions et les moyens, nous pourrons débattre, et je le ferai avec grand bonheur, de toutes ces questions, les unes après les autres et en prenant le temps qu'il faut. En tout état de cause, je ne regrette certainement pas d'avoir permis de supprimer cet article dans ce qui est, je le rappelle, un avis de la Commission des finances. Donc il ne faut pas non plus ni minimiser ni majorer le poids et le vote et le sens. Allez-y, monsieur le rapporteur. Non, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, refaire l'histoire. Là, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est de dire, je cite,
Je ne souhaite pas que la commission des finances valide la stratégie de l'audiovisuel public. Ce n'est pas une histoire de loi sur l'aide publique. Là, l'article 5, dans son cadre de ce que je portais, c'était donner le pouvoir à la commission des finances, non pas donner son avis, mais de valider ou pas la stratégie de l'aide publique. Vous avez aujourd'hui, devant l'ensemble des personnes qui nous regardent, dit « Nous, au Nouveau Front Populaire, on ne souhaite pas que le Parlement se saisisse de sa mission de contrôle de l'action du gouvernement. » Assumez-le, assumez-le. Bon, on va passer au vote. Juste, Monsieur Massiglia, Monsieur le rapporteur, vous connaissez les règles du jeu. Vous avez aujourd'hui des gens dont je fais partie, qui ne sont pas pour cette proposition de loi. Donc, vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont contre cette proposition de loi de ne pas supprimer un des articles de cette proposition de loi qui ne leur agrée pas. C'est le droit de l'opposition. En séance, peut-être que vous serez davantage au niveau du bloc central, parce que la question est aussi là, et que vous pourrez défendre de manière peut-être plus efficace que vous portez. Mais là, c'est normal qu'à partir du moment où l'opposition est plus nombreuse qui est opposée à ce texte, je comprends la frustration pour vous, mais c'est pas, il n'y a pas de... C'est-à-dire, on peut prendre personne à témoin, si ce n'est qu'aujourd'hui, dans cette commission, les gens opposés au texte sont majoritaires, et voilà, c'est la vie. Oui, si vous voulez, mais je réponds, je vous réponds juste la sur frustration. La frustration n'est pas pour moi. La frustration n'est pas pour moi. On a un point majeur de désaccord. C'est vous êtes pour l'affaiblissement du Parlement, moi je suis pour le renforcement du Parlement. C'est tout. On va dire. Bon, allez, c'est un peu caricatural. On va voter. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Adopté. Chers collègues, on se retrouve. Excusez-moi, je vais retrouver ces mains. Demain, 9h, pour Monsieur Tavernier. Ce sera peut-être sa dernière audition en tant que directeur de l'INSEE. Bon.